Bonjour à tous, bonjour mesdames. Bonjour, madame. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas réunis tout ensemble pour avoir une discussion. Mais avant de commencer, j'ai constaté que les gens ont toujours une confusion entre chacun de nos corps de métier. Moi qui est courtier immobilier résidentiel, Danielle qui est conseillère en sécurité financière et Stéphanie qui est courtière hypothécaire. Très souvent, les gens mélangent les trois corps de métier. J'aimerais commencer. Je vais parler du courtier immobilier résidentiel. Le courtier immobilier résidentiel est la personne qui est responsable de soit trouver une propriété ou de la vendre. Il peut arriver qu'il y a des locations également. Donc, cette personne-là est là pour accompagner l'acheteur et les vendeurs en termes de négociation, en termes de formulaires à remplir, parce que les formulaires sont juridiques, accompagnement chez le notaire, lui conseiller sur les meilleures stratégies, tout ce qui est en lien avec la propriété. Donc, n'est pas nécessairement responsable de ce qui est, pas d'acquisition, mais d'économie ou de finances ou de pré-approbation hypothécaire. Donc, je décide, mesdames, Danielle, si tu parles de conseillère sécurité financière, comment tu accompagnes le client? Effectivement, Déborah, le conseiller en sécurité financière est celui qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles. Ça veut dire qu'on va aller regarder comment constitue votre mise de fonds. Si c'est le cas d'une propriété, on peut vous accompagner pour la mise en place de stratégies pour sauver des impôts. On peut vous accompagner dans la mise en place de stratégies d'épargne et retraite. On va vous accompagner dans la mise en place de protections. Ça peut être des protections d'assurance, vie, maladie grave ou d'invalidité pour couvrir vos salaires. Et on va aussi vous accompagner dans la mise en place de stratégies pour développer un projet. Ça peut être à court, moyen ou long terme, mais tout ce qui gère les finances, qui gère l'argent, comment accumuler l'argent, comment se protéger, comment planifier une succession. Ça, c'est ce que nous, conseillers en sécurité financière, on fait. Et ça peut se faire tant au niveau d'un individu, d'une famille, ou alors d'un entrepreneur, quelqu'un qui a une compagnie avec un ou plusieurs employés. Et donc, sur ce, je vais dire à Stéphanie d'enchaîner avec... C'est très bien, mesdames. Effectivement, je pense que c'est nécessaire de revenir, expliquer un peu les rôles, les responsabilités du courtier immobilier, du conseiller en sécurité financière et puis du courtier hypothécaire que je suis. Parce que très souvent, la première des questions, c'est « Ok, est-ce que tu vas chercher une maison pour moi ?» J'ai dit « Non, je ne t'accompagne pas pour visiter les maisons. Moi, je suis juste au niveau du financement. » Donc, c'est vraiment lorsque quelqu'un a pour projet d'acquérir une propriété immobilière, résidentielle ou dans le commercial, la personne vient me voir, en fait, pour que je puisse l'accompagner, la conseiller, et puis monter le dossier pour pouvoir le transmettre aux prêteurs, donc à la banque ou, on va dire, aux prêteurs privés, dépendamment du dossier. Donc, mon rôle en tant que courtier hypothécaire, c'est d'accompagner le client, faire sa préqualification, donc comprendre un peu ses finances personnelles, qu'est-ce qu'il a en fait. Donc, c'est faire un état des lieux de sa situation financière pour voir déjà, évaluer si la personne peut se qualifier pour un financement. C'est très important de passer par la case courtier hypothécaire lorsqu'on a pour projet d'acquisition immobilière parce que, en général, on n'a pas toute l'information. Donc, le projet peut se mûrir, mais il faudrait être accompagné d'un professionnel parce que le professionnel, lui, connaît l'environnement du financement, il connaît les prêteurs, il connaît les conditions
Et donc, en fonction de l'évaluation qu'il a faite de votre situation, il peut dire, mettre en place des stratégies déjà avec vous. Et puis, vous orienter justement vers les professionnels qui pourront vous aider dans la mise en place de ces stratégies-là. Parce que moi, je peux déterminer la stratégie, mais après, la personne, par exemple, au niveau des finances personnelles, qui pourra vraiment mettre en place ces stratégies, c'est le conseiller en sécurité financière. Et puis, une fois que tout ça c'est préparé, c'est fait, là, je peux confier la tâche au courtier immobilier qui va vraiment accompagner dans la recherche de la propriété maintenant et puis vous donner justement tous les conseils par rapport à la propriété et puis tout s'ensuit. Mais moi, c'est vraiment le côté financement. Donc, aller chercher le prêt. Comment on va chercher le prêt? J'espère que cette petite clarification-là va aider les gens à mieux comprendre vraiment le rôle de chacun des corps de métier. Maintenant, ce serait bien de peut-être discuter de nos dernières expériences. Avant ça, est-ce que ce serait possible de juste préciser qu'on travaille quand même parce que certaines personnes pourraient penser qu'on est juste des vendeurs comme ça, là. C'est-à-dire, on travaille juste comme ça. C'est important quand même que les gens sachent que nous sommes régis par des autorités. Oui. Donc, quelqu'un ne va pas se lever, il décide d'être conseiller en sécurité financière et puis il va déposer son dossier quelque part et puis il va donner des conseils. On suit des formations pour ça. On a des certificats. On est régi sous une autorité. Moi, par exemple, c'est l'autorité des marchés financiers. Donc, j'ai tout intérêt à ce que mon client soit satisfait si je ne veux pas perdre ma licence, mon droit d'exercer. Donc, ça demande une certaine éthique, une certaine conformité, des règlements, une certaine discipline. Et aussi, le plus important, c'est comment dire ça, les objectifs du client, en fait. C'est-à-dire pouvoir vraiment tout faire dans l'intérêt du client. Ça, c'est important que les gens le sachent, je pense, pour pouvoir comprendre pourquoi on le fait, pourquoi on insiste surtout pour accompagner les gens, afin qu'ils comprennent que c'est vraiment leur bien-être à eux avant le nôtre. Donc, quand on les accompagne, en fait, et lorsqu'on donne des conseils. Juste ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'on joue un rôle de conseil. C'est ça. C'est ça, prime abord, qu'on est là pour ça. Et souvent, un courtier immobilier, on l'appelle le vendeur de maison, il fait juste penser à sa rétribution. Mais c'est faux, on est quand même régi également, peu importe que ce soit un courtier hypothécaire ou un conseiller en sécurité financière. On ne peut pas se lever demain matin et dire je vais commencer, malgré qu'il y a des gens qui vendent des propriétés par eux-mêmes, ça, c'est différent, mais un courtier immobilier, il y a une formation à suivre. Il y a des formations en continu qu'on doit suivre pour être à l'affût de ce qui arrive sur le marché, les nouvelles lois, parce qu'on est quand même régi sur les lois du courtage immobilier. Donc, tout le code de déontologie qu'on doit suivre, etc. Donc, c'est sûr qu'on est quand même surveillé, nous sommes régis. Donc, l'importance de bien conseiller la clientèle et qu'ils puissent atteindre leur objectif. Effectivement. Et puis, en fait, ce que mes collègues disent, c'est tout à fait vrai. Mais c'est surtout qu'il y a des codes, il y a une conformité. C'est-à-dire que on va toujours commencer, tantôt je parlais de l'évaluation de la situation, mais cette évaluation-là est nécessaire parce qu'on doit faire une analyse des besoins du client et puis s'assurer que le client comprenne tout ce qu'on lui dit. Et toutes ces informations-là sont consignées. C'est-à-dire que pour chaque client, on doit avoir enregistré toutes ces informations parce qu'il y a des audits qui sont faits par les autorités. C'est-à-dire que on prend un client, on est obligé de suivre la réglementation, on est obligé de suivre la conformité. Il y a des documents à faire signer. Je vais rebondir sur les documents parce que souvent les clients sont pas très contents parce qu'ils doivent signer beaucoup de documents.
notamment en courtage hypothécaire, mais ça fait partie de la conformité parce que l'objectif de ces autorités-là, c'est la protection du client, s'assurer que le client est protégé. Donc, comment il peut s'assurer que le client est protégé? C'est en ayant toutes les informations de notre transaction, en fait, de nos transactions avec ces clients-là, parce que, vu qu'on est régi par cette autorité et qu'elle protège les clients, si jamais le client vient se plaindre, il faut qu'on puisse faire ressortir tous les éléments. Et puis, par la suite, il y a soit des pénalités, des amendes. Donc, c'est pas juste le côté vente, c'est le côté conseil. Accompagnement. Et surtout, le côté responsabilité. On a même des assurances responsabilité civile qu'on doit prendre parce que ce qu'on fait, c'est pas pris à la légère. Et surtout, dans le monde des finances, c'est très important, en fait, de pouvoir être responsable. Et c'est pour ça qu'on vous demande de signer un certain nombre de documents. Et notre accompagnement est fait pour vous, en fait. Je pense que tu as tout dit. Parce que c'est la réalité pour chacun d'entre nous. Ça fatigue aussi les clients parce qu'ils se sentent comme qu'ils doivent s'engager à 100%, mais ils ne comprennent pas que l'objectif de la signature de ces contrats-là, c'est qu'on est là pour vous protéger vos intérêts. Donc, s'il y a quelque chose qui ne se déroule pas bien dans la transaction, mais vous avez des recours. Donc, c'est important que ces formulaires-là soient signés parce que c'est à titre de protection et ça permet de démontrer qu'on travaille dans vos intérêts. Et je vais même aller plus loin parce qu'on est tombé souvent sur des cas où tu demandes de l'information à un client pour lui faire son analyse financière. Il ne veut pas te donner l'information, tu vois? Donc, comment tu vas pouvoir aider quelqu'un qui ne veut pas te donner le minimum d'informations? Et le minimum d'informations, c'est quoi? C'est qu'il te dit s'il a un salaire, combien il gagne, c'est quoi sa paye, combien d'enfants il a, est-ce qu'il a des biens, des trucs. Tout ça, ça rentre dans l'analyse financière d'un client. Et au quotidien, on rencontre des gens qui ont du mal à donner cette information, croyant en fait que quand ils te donnent l'information, tu vas la diffuser au quartier. En fait, c'est faux. Et j'aimerais rajouter, on fait signer un formulaire de loi sur le consentement, qui est la loi 25, justement qui stipule comme quoi que les informations personnelles et sensibles, je tiens à spécifier, sont là uniquement pour être utilisées dans le cadre de nos fonctions et non autre chose. Donc, on ne peut pas partager vos informations à qui que ce soit. Donc, même si que moi, je travaille en collaboration avec Stéphanie ou Daniel, je ne pourrais pas prendre les informations qu'elles ont obtenues de votre part. On travaille, même si on travaille en collaboration, on travaille distinctement pour s'assurer de protéger des informations personnelles du client. Raison pour laquelle, dans une transaction, chaque professionnel aura justement les informations personnelles du client, mais c'est le client qui doit les fournir aux différents professionnels. C'est-à-dire, je m'explique, lorsque moi, j'aurais besoin des relevés de REER ou de CELI ou de CELIAP, je vais contacter la cliente et c'est à la cliente de contacter, par exemple, Daniel pour lui demander ses relevés. Daniel n'a pas le droit de m'envoyer les relevés de la cliente directement, sans son consentement. Ça, je peux pas. Moi non plus, je peux pas transférer les informations directement à Déborah. Dans le cadre d'une transaction immobilière, non. C'est la cliente encore qui va dire, OK, j'ai ma préqualification, je vais l'envoyer à Déborah parce que j'ai pas le droit. C'est ça. On a signé des consentements. Et le consentement, c'est pour respecter la loi qui dit qu'on ne doit pas divulguer les renseignements personnels des clients. Donc, on est tenu par la réglementation. On ne peut pas faire n'importe quoi, en fait. C'est ça. Donc, c'est très important, en fait, que les clients soient au fait de ces réglementations-là. Et puis, ces documents qu'on leur demande de signer, c'est dans leur
intérêts et c'est pour les protéger aussi. Oui. Et je comprends que beaucoup d'informations se répètent Oui, d'une personne à l'autre. Puisqu'on ne peut pas les partager. On ne peut pas les On partager. peut Donc, des gens, des fois, ils prennent pour acquis. Ah, ben, moi, quand je dois remplir mon formulaire, mais je l'avais donné au courtier hypothécaire. Je dis, OK, oui, tu avais donné au courtier hypothécaire, mais elle n'a pas le droit de me transmettre l'information. Donc, pourquoi que je dois redemander peut-être les mêmes informations qui ont été demandées à la base? Donc, je pense que ça fait le tour Oui, concernant vraiment l'encadrement de nos professions. Tout à fait. Et puis de notre mission aussi. Mais je pense que c'était important qu'on prenne le temps d'expliquer en fait au monde et puis à nos clients le pourquoi en fait on a cette démarche-là et puis on a toute une conformité. Puis on a beaucoup de documents à vous faire signer malheureusement. En effet. Maintenant, moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu d'un cas d'école. On a eu un cas récemment qui nous a quand même donné quelques mots de Des tête. palpitations. Des palpitations. Ouais. C'était, je pense, à tous les niveaux. Au niveau aussi du client en question. Donc, on va commencer peut-être par toi, Stéphanie. Oui, bon. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que on aime les transactions qui se passent bien, fluides, sans stress. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est que nous, on est là justement pour vous éviter tout ce stress-là parce qu'on sait que une transaction hypothécaire, une transaction immobilière, c'est quelque chose de très stressant dans le sens où le prêt que généralement on va prendre, c'est quelque chose de conséquent. C'est un projet de vie, on va dire, d'acheter même sa première maison. Je veux dire, pour le commun des mortels, c'est quelque chose de conséquent d'aller prendre un prêt de 300 000, 400 000, 500 000 dollars. Sachant que généralement, en moyenne, on va dire que le salaire annuel on va dire le salaire moyen au Québec est d'environ, on va dire peut-être 60 000. Mm-hmm. Donc, d'aller prendre un prêt de 400 000, c'est quand même un gros engagement. Donc, en tant que professionnel, l'objectif, c'est de faire en sorte que le processus soit fluide et que tout se passe bien. Mais on a besoin de travailler en collaboration. Ça, c'est important. On a besoin de travailler avec les clients. On ne peut pas faire de miracle ni de magie. Oui. Donc, lorsque vous avez un projet d'acquisition, vraiment, la première des choses, c'est de consulter les professionnels. Ça, c'est vraiment la première des étapes pour voir comment vous pourrez mettre en place un plan pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Parce que sans planification, c'est sûr que nous, on a pour objectif de faire aboutir la transaction. Donc, même s'il n'y a pas eu de planification par derrière, notre mandat, c'est de faire aboutir la transaction. Donc, on va faire le possible pour que la transaction aboutisse. Mais par contre, il faut la planifier. Ça, c'est vraiment la base. Ça demande une planification en amont. Des fois, on pense que nous avons suffisamment de liquidité et on se dit, OK, ben, je suis prêt à faire l'acquisition d'une propriété. Vous rencontrez votre courtier hypothécaire, il vous fait une préqualification, mais il est important d'être transparent avec cette personne-là. Exactement. Parce que oui, elle va se baser sur les informations que vous lui fournissez. Et c'est comme ça qu'elle bâtit votre dossier. Donc, si en cours de route, il y a des petits pépins, donc ça fait en sorte que ça peut mettre une transaction en péril. Et je m'explique parce que quand moi, j'ai la préqualification, si vous vous souvenez, lors de nos derniers échanges, moi, je ne travaille pas avec les clients qui n'ont pas de préqualification. Pas de précal, je ne cherche pas de maison avec vous parce que vous devez connaître votre pouvoir d'achat. Okay. Moi, lorsque je reçois la préqualification, je prends pour acquis que vous avez tous les fonds disponibles, puis on y va, on va chercher une propriété. Des fois, ça peut être long.
Et des fois, ça peut être très rapide. OK? On s'aventure, on aime une propriété, on fait une promesse, on dépose une promesse d'achat. Dans la promesse d'achat, il y a des conditions que moi je mets, qu'on regarde ensemble pour dire comme quoi, par exemple, si je dis, OK, on doit faire une inspection selon un nombre X de jours, mais ça doit être réalisé. Ensuite, oui, il y a une préqualification qui est donnée à la base, mais ce n'est pas la finale. Donc, quand on fait une promesse d'achat, le vendeur, il s'attend à ce que la lettre finale soit livrée dans les délais. Donc, c'est important de justement, c'est sûr que je vais travailler en collaboration avec Stéphanie pour lui donner toutes les informations nécessaires pour qu'elle puisse, elle, déclencher le processus. Mais le client, c'est important aussi que tout soit en règle et de s'assurer de l'argent que vous avez dans votre compte, est-ce que tout est correct? Est-ce que tout est légal? Puis je vous dis tout est légal parce que c'est pas qu'il n'y a pas c'est pas qu'il y a de la fraude. Vous savez qu'on est dans un système où il y a beaucoup de blanchiment d'argent. Et ça, c'est regardé par les institutions financières et tous les quarts de métier où il y a échange d'argent. Donc, nous, pour les Africains, on appelle ça les tantines. Les Haïtiens, ils appellent ça comme solde. Donc, ce genre de transactions-là, oui, c'est intéressant parce qu'on peut récupérer l'argent quand même relativement rapidement, mais il ne faut pas toujours se baser sur ça pour dire que je peux faire l'acquisition d'une propriété aussi facilement. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je tiens à souligner qu'il faut faire attention à ce genre de transactions-là parce que c'est regardé. Stéphanie, tu pourras renchérir. En fait, oui, je voudrais renchérir parce qu'on peut rentrer dans les détails. C'est-à-dire, le détail consisterait simplement à dire que je ne peux pas recevoir ma tontine aujourd'hui, je la mets dans mon compte bancaire demain et puis je pense que je fais ma transaction financière dans une semaine. La banque ne va pas l'accepter. Non. Il faut comprendre que l'argent doit être dans votre compte 3 mois avant l'acquisition de la propriété. Et ça, c'est regardé. D'où la planification. D'où la planification. Donc, c'est pourquoi que si c'est sur ça que vous vous basiez comme mise de fonds ou peu importe, il faut planifier, il faut savoir, OK, mais quand est-ce que je vais recevoir cet argent-là? Est-ce que ça va venir mettre, si je trouve une propriété en ce moment et que je fais une offre, est-ce que ça va venir mettre ma transaction en péril? Donc, tout ça, c'est pourquoi qu'on vous dit il est important d'être transparent, premièrement, d'aller voir un professionnel qui pourra vous aider et vous guider pour que ça soit justement une transaction qui devient plus fluide, moins stressant, parce que veut pas, tout le monde qui est dans la transaction stresse. Que ça soit le conseiller sécurité financière que lui doit trouver ou doit vous accompagner pour les fonds que vous avez accumulés, de vous guider, de trouver tous les moyens pour que ça soit rapide, que ça soit moi, parce que je tiens à ce que vous ayez votre propriété, que la transaction ne tombe pas. De même pour Stéphanie, qu'elle doit s'assurer que le financement passe au final. Et il ne faut pas oublier aussi, oui, il y a nous qui vous accompagnons, mais il y a aussi le vendeur, lui, dans tout ça, qui veut sa transaction passe. Donc, c'est important de bien planifier en amont l'acquisition d'une propriété. Moi, je dis, attendez pas que vous avez les fonds dans votre compte pour dire je vais acheter une propriété. Même si au moins vous renseignez 1 an à l'avance, même si vous êtes peut-être pas prêt financièrement à 100%, mais au moins que vous rencontrez des professionnels qui pourront justement vous aider dans la mise en place de stratégies. Voilà, en fait. C'est ça. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui se réveillent en cours de route et disent non, je vais acheter ma maison. Cette année, j'ai décidé, dans 6 mois, je dois acheter ma maison. C'est correct. C'est peut-être tu as le correct, droit. Oui. Tu as le droit de dire dans 6 mois, je veux acheter ma maison. Mm-hmm. Mais
il faut toujours considérer le fait que, comme on avait dit précédemment, des projets, ça se mûrit. L'idéal, c'est de mettre en place une stratégie. Et quand on veut mettre en place une stratégie, on ne court pas. On le fait étape par étape, de manière à ce que tout le monde soit confortable dans la transaction. Autant nous autres qui vous accompagnons, autant vous-même dans le développement ou la mise en place du plan d'action pour aller atteindre ce projet-là. Moi, je dis, même une maison, c'est un plan d'action. Acheter une maison, c'est un plan d'action. Il faut le préparer d'avance. Ça se prépare. C'est un événement de vie. C'est ça. Et surtout que maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Ils ont resserré les règles. C'est ça. Moi, dans mon temps, je pouvais me lever un matin et dire j'achète une maison. C'était possible. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. On ne peut plus faire ça. Donc, il faut se préparer. Même si on a un très bon salaire, même si on a de l'argent mis de côté, il est toujours mieux d'être accompagné, de le préparer d'avance. Même si vous dites ah non, pas tout de suite parce que je vais déménager en juillet, je vais attendre plutôt au mois de mars, je ne veux pas c'est trop tôt. Oui, on va vous dire que le marché change, la valeur marchande des propriétés change. Mais entre-temps, qu'est-ce que vous faites justement pour pouvoir réaliser votre projet? C'est le avant. En fait, c'est bien d'avoir pour projet d'acquérir sa propriété dans 6 mois, dans 1 an. Mais sauf que on est dans des domaines qui sont régis par des lois. Puis les lois, là, changent fréquemment. C'est surtout ça. Et vous, n'étant pas des experts, vous n'avez pas toute l'information. Donc, ce qui était vrai hier, comme Déborah l'a dit, oui, à son époque, en fait, quand elle a acheté sa propriété, il n'y avait pas autant de conditions. Mais maintenant, là, les lois se sont tellement accumulées qu'il y a un certain nombre d'informations qu'il faut que vous ayez pour pouvoir prendre cette décision même d'acheter dans 1 an. En fait, c'est comme, je vais m'informer auprès des professionnels qui sont experts en la matière. Tantôt, on l'a dit, on fait des formations continues. Pourquoi on fait ces formations continues? Parce que ça bouge tout le temps. Ça bouge rapidement. Donc, nous, on est obligés de faire ces formations pour suivre, en fait, l'évolution de ces lois-là. Vous, n'étant pas des experts, on ne vous demande pas d'aller suivre toutes ces lois. Tout ça. Non. Nous, on est là pour ça. Mais si vous avez pour projet d'acquérir une propriété par le moyen d'un financement, en tout cas, c'est mieux de venir voir le courtier hypothécaire pour qu'il vous dise « OK, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les conditions? Est-ce que, au vu de votre situation, vous répondez aux critères de certaines banques? » Parce qu'encore une fois, il faut savoir que votre cas, il est particulier. Personne n'a le même, on va dire, le même cas, la même situation financière. Ça, c'est faux, là. C'est ça. D'entendre, ah, mon ami, oui, on travaille ensemble, on a le même revenu et tout. Oui, mais tu connais pas la situation financière, tu sais pas s'il a hérité, si jamais lui, il est peut-être un peu plus informé au niveau de l'épargne et qu'il s'est discipliné par rapport à ça. Donc, faut jamais prendre le cas de l'ami ou du voisin et puis se dire, OK, je pourrais acheter ma propriété dans 6 mois parce que je vais faire comme mon ami. Non, parce que ton cas peut être différent. Ne serait-ce que pour l'accumulation de la mise de fonds. Si tu comptes sur la tontine, c'est vrai que tu auras peut-être beaucoup d'argent, mais la banque, elle ne va pas vouloir l'accepter parce que ça ne fait pas partie des critères d'acceptation pour accumuler sa mise de fonds. C'est ça. Il y a des conditions. Il y a des conditions. On n'accumule pas la mise de fonds n'importe comment. Mais si tu as peut-être... Parce que c'est une forme d'épargne aussi. Oui. C'est pas qu'on dit qu'il ne faut pas faire la tontine. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Parce que c'est peut-être... Il y a des communautés qui sont plus à l'aise avec cette forme d'épargne, oui. Mais sauf que lorsqu'on veut acheter une propriété, cette sorte d'épargne-là ne compte pas. Parce qu'on ne sait pas qui derrière a donné l'argent. C'est un peu ça. C'est la lutte au blanchiment d'argent. Ce sont des lois qui sont en place, en vigueur. On ne peut pas faire autrement. Là. On ne peut pas se dire qu'on va accepter
la tontine juste parce que vous avez un 50 000. Non, justement, il faut qu'on connaisse la source, l'origine de ces fonds-là. Puis à travers la tontine, on ne peut pas vraiment retracer. Donc oui, c'est bien de faire la tontine parce que vous êtes peut-être confortable à épargner de cette façon, mais il faut justement aller voir un conseiller financier pour qu'il puisse dire, OK, ben, comment on peut placer cet argent-là ou bien comment on peut faire en sorte qu'il rentre dans le système. Dans le cadre, on va dire, dans le cadre qui va permettre que votre transaction se fasse normalement. C'est un peu ça. En tout cas, et puis pour la tontine. Et puis, on remarque beaucoup de gens qui ils pensent juste que j'ai de l'argent et je peux acheter une maison. Je pense que c'est pas comme ça. Est-ce que c'est juste parce que j'ai de l'argent dans un compte bancaire que je peux acheter ma maison? Ou c'est juste parce que j'ai reçu de l'argent aujourd'hui, je peux aller acheter ma maison? Pourquoi est-ce que tu vas aller... Là, moi, je vais te poser une question, même, Stéphanie. Vas-y. Pourquoi est-ce que mon client qui a de la liquidité, OK, irait chercher une mise de fonds à 20% au lieu de 5%, par exemple? Bon, il y a 2 réponses. Je vais te dire, ça dépend. Mettre 20% de mise de fonds, ça veut dire que le prêt que tu vas aller prendre, ben, il sera moins important. Donc, tes mensualités seront plus petites. Si la personne se dit, si son projet, c'est de vite solder ce prêt, c'est-à-dire de vite rembourser ce prêt, ben, elle peut aller avec cette logique-là de dire, OK, je vais mettre 20% de mise de fonds, comme ça mes mensualités seront réduites, mais aussi je paierai plus rapidement parce que de prime abord, j'aurais mis un gros montant, ce qui va venir permettre de réduire en fait la somme que je vais emprunter. Maintenant, on a l'opportunité aussi de mettre moins de 20%. Ça, c'est le gouvernement qui a mis en place on va dire cet avantage-là de façon à favoriser l'accession de la propriété parce que 20%, c'est pas forcément évident de réunir 20% pour aller acheter sa propriété. Surtout que maintenant, les propriétés en moyenne... C'est ça. Dans Montréal, on va dire, on est en 600 000 peut-être. Mais une fois de plus, ça revient à ce qu'on disait que ça dépend du délai. Si tu vises 20% de ta mise de fonds et que tu prends 2 ou 3 ans pour l'accumuler, tu peux? Oui. Bon, ça dépend du prix de la propriété. Aussi. Il ne faut pas oublier que ça augmente dans le temps aussi. C'est ça. Donc, ça prend de la valeur. La propriété que tu pouvais avoir il y a 3 ans à 500 000. Elle n'est plus à 500 000. Aujourd'hui, elle n'est plus à 500 000. Oui, c'est sûr. Donc, le temps que toi, tu auras pris, ça, je pense. Le temps que tu auras pris pour accumuler ces 20%, ben, la propriété n'existe plus. Il faudrait que tu accumules maintenant, quoi? Peut-être avant 20% de 500 000, c'est 100 000. Mais si maintenant la propriété est passée à 800 000, il te faut un 60 000 de plus. Donc, tu seras toujours derrière. Bon, oui et non, là. Ben, oui, tu vas être derrière. Tu vas être derrière parce que la valeur marchande des propriétés augmente. Donc, on ne sait pas comment la personne, elle a trimé pour pouvoir accumuler sa mise. En fait, c'est là où je voulais arriver. C'est-à-dire que sa mise de fonds non plus n'est pas dans un tiroir. Son argent est investi. Oui. Donc, si son argent aussi prend de la valeur... c'est sûr. C'est de là que vient la stratégie. C'est ça. C'est de là que vient le placement. C'est là qu'il y a la planification. C'est ça. Quel est le plan financier? Parce qu'effectivement, si c'est de l'argent placé et que vous avez fait vos estimations et que vous vous êtes dit, dans 2-3 ans, si tu places ton argent, tu auras peut-être 9% de rendement. Peut-être que tu arriveras à plus de 20% et que tu pourras justement aller chercher. Même avec l'augmentation de la valeur marchande. On revient à la planification. Exactement. C'est ça. Tout à fait. Parce que tu ne te lèves pas pour dire je vais épargner 20% sans avoir les autres paramètres en ligne de compte. Tout à fait. Parce que toi, okay, tu es dans ton coin, tu as épargné ton 20%, donc tu as accumulé ton 100 000 pour ta maison de 500 000. Mais quand tu arrives sur le marché,
Les maisons coûtent 800 000. Et c'est tout dépendamment comment que les gens... Puis c'est ça, les gens, très souvent, n'ont pas tendance à placer leur argent. Ils ont la mise de fonds, soit qu'ils le prennent via leur REER, qu'ils peuvent rapper, ou c'est vraiment des économies propres de leur source de revenus, peu importe la manière dont ils reçoivent l'argent. Ça peut être un don aussi. Mais cet argent-là, c'est bien aussi de le placer parce que quand on place, ça fait des petits bébés. C'est ça. C'est ça. Et puis, ça, c'est quelque chose de très important. Ça compte beaucoup, en fait, la discipline et puis comment vous avez planifié dans l'étude du dossier de financement. Lorsque je demande, généralement, quand je fais la préqualification, dans ma liste de documents, je demande un historique des actifs liquides. Donc, on va dire l'épargne, les comptes réels, les comptes CELIAP. Pourquoi on demande 90 jours? C'est pour voir un peu comment vous vous comportez. Est-ce que déjà, vous avez cette habitude d'épargner? D'épargne, tout à fait. Si vous épargnez, est-ce que vous placez votre argent? Si vous placez votre argent... Est-ce que vous le sortez, vous le rentrez? C'est ça. Mais déjà, ça donne une idée de comment vous vous comportez avec l'argent. Et c'est ça que la banque regarde. Tout à fait. Si tu envoies un relevé de compte où il n'y a que des retraits, des sorties, si c'est un compte d'épargne et qu'il y a beaucoup de mouvements d'entrée-sortie de ton compte d'épargne, on se pose des questions. Parce que ton épargne, normalement, c'est planifié dans un but bien précis. Mais si ça commence à être utilisé comme ton compte courant, on se dit, OK, est-ce qu'on a un autre compte à regarder parce que là, il y a trop de mouvements. Tu vois? Et puis, ça fait que la banque commence à se poser des questions, alors qu'on ne veut pas qu'elle se pose trop de questions. Non, mais c'est vrai. C'est ce qu'on veut éviter. C'est ça. Pour que tout se passe de façon fluide, il faut cette discipline au niveau de l'argent. C'est pour ça que c'est très important de consulter le conseiller financier. Mais si le but, c'est d'acheter une propriété, là, c'est de le consulter bien avant de vouloir acheter la propriété. Parce que si c'est dans 3 mois que tu veux acheter ta propriété, il n'y a pas grand-chose que le conseiller financier là, pourrait organiser. Exactement. Avec Exactement. toi. Et je suis contente que tu rebondisses sur ça parce que j'en suis arrivée à refuser des clients aujourd'hui. Parce qu'il vient me voir aujourd'hui, il dit, je veux mettre de l'argent dans un REER, je veux acheter ma maison dans 3 mois. Je lui dis, je ne peux pas t'aider. Je suis désolée, je ne peux pas t'aider. Si tu viens me voir, ça veut dire que ton projet, c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais si tu veux acheter ta maison dans 3 mois, excuse-moi, mais va ouvrir ton compte à la banque. C'est plus facile. Parce que moi, je ne vois pas la stratégie que je vais te donner en 3 mois. Parce que les gens pensent souvent, quand ils mettent aussi de l'argent, nous, on est des conseillers, on amène les clients, comme tu disais tout à l'heure, à se discipliner dans la gestion de leur argent. Mais tu as des gens aussi qui pensent que quand il vient mettre son argent avec toi, dès le lendemain, son argent a pris de la valeur. On ne fait pas de miracle, hein. C'est pas notre rôle. On ne fait pas de miracle, on fait de l'accompagnement. Donc, quand toi, tu vas m'apporter ton argent, en espérant que d'ici 3 mois, ton argent aura bondi à 5 ou 10% ou 20%, je ne sais pas comment. Oui, non, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre plus tôt. Et puis, il faut se faire accompagner, tout simplement. C'est très important. J'aimerais juste rebondir sur la question que tu posais, le 20% aussi. Il y a des gens qui ont le 20%, mais ne veulent pas mettre le 20%. Ils préfèrent mettre le minimum parce qu'ils préfèrent garder les liquidités en cas d'imprévu. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont préférer, surtout si c'est un projet sur du long terme, qui n'envisagent pas à payer rapidement la propriété. Ils vont préférer mettre le minimum requis et garder le reste de l'argent. Effectivement. Et puis, oui, j'avais pas forcément terminé parce que j'avais dit qu'il y avait 2 réponses. Et puis, l'autre réponse, c'était oui, la personne peut mettre moins de 20% et puis avoir une stratégie tout autre. C'est-à-dire,
je garde mes liquidités, je les fais fructifier, je mets le minimum. Et puis, chaque année, je viens réduire, en fait, je paye une portion de mon prêt. Et lorsque je fais un paiement comme ça, un gros paiement, c'est uniquement sur le capital que je viens, c'est uniquement le capital que je viens affecter. Ça veut dire que je réduis ma dette plus rapidement. Donc, ça fait toute une différence. Donc, c'est une autre stratégie aussi. C'est-à-dire que je mets le minimum. La partie, en fait, le 15 autres %, je le place. Puis, chaque année, je viens réduire mon capital en versant une grosse somme. C'est possible. Mais maintenant, encore une fois, c'est contractuel. Donc, dépendamment de ton contrat d'hypothèque, tu as une certaine limite à ne pas dépasser. Et voilà. En termes de paiement? En termes de paiement que tu peux avoir des pénalités. Mais c'est ça, oui. Justement, c'est pour ça que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que tu as pris un contrat. Donc, c'est ce qu'on appelle les termes. Donc, tu as des termes qui peuvent aller de 6 mois jusqu'à 10 ans. En moyenne, en général, les gens prennent des termes de 5 ans. Donc, ton contrat est sur 5 ans. Tu as pris un taux fixe ou un taux variable. Mais dans ton contrat, il est indiqué le montant, le pourcentage que tu peux payer en plus annuellement ou mensuellement, en tout cas de façon périodique. Si tu dépasses ce montant, tu as une pénalité à payer. Oui, mais ça reste quand même... Parce ils veulent avoir... Parce que oui, c'est parce que c'est le crédit qui nourrit, en fait. C'est pas ça, c'est parce que c'est l'intérêt. C'est l'intérêt. C'est un manque à gagner. Lui, il doit récupérer l'argent qu'il aurait pu faire si tu n'avais pas payé. Prêté de l'argent. Il n'y a rien gratuit dans la vie. Non, rien du tout, là, je t'assure. C'est ça. Et souvent, les gens viennent me voir, ils viennent me voir juste pour le taux. Je veux un taux bas. Je dis... Oui, ça fait partie de tout ce qu'on veut parce que forcément, tu veux payer ton prêt moins cher. Mais il n'y a pas que le taux. Il y a aussi toutes les conditions qui vont avec ton prêt. Donc, ce que tu vas signer là, c'est moi qui serai en mesure de t'indiquer si c'est bon pour toi ou si c'est pas bon. Ou si c'est avantageux. Ça dépend aussi de la stratégie que tu veux mettre en place. Tu vois. Dans ce cas-là, où quelqu'un garderait son argent pour pouvoir mettre un peu plus, ben, on irait chercher une banque avec des conditions qui permettraient de payer peut-être un 20% annuellement, plutôt que 10% annuellement. Donc, il y a tous ces petits facteurs-là qui rentrent dans la prise de décision. Parlons maintenant un peu des gens qui revendent leur maison. J'ai suivi dernièrement, on disait, et je ne peux plus vous dire qui, mais c'était quelqu'un du métier. Et il parlait du fait de quelqu'un qui achète sa maison et qui va la revendre 1 an après. Et il a clairement dit que si tu revends ta maison 1 an après l'avoir achetée et que tu n'as pas habité dedans pendant 365 jours, tu vas payer de l'impôt comme si c'était une maison à revenus. Parce que c'est pas considéré comme ta maison principale. Ben oui. Mais c'est tout ça aussi. C'est tout ça. Que les gens ne savent pas. Exactement. Surtout si tu as fait... Si en plus, tu as eu des revenus locatifs. Locatifs dessus. Des revenus locatifs. C'est tout revenu est imposable. Voilà. Moi, avant d'être courtier immobilier, j'étais comptable. Puis en fiscalité, ça nous dit... On avait une vidéo qu'on regardait, il disait que tout revenu est imposable. Alors même le dealer de drogue là, qui vend illégalement, mais c'est avant qu'on légalise la marijuana, normalement, il devrait déclarer ses revenus et il devrait être imposé sur ça. Donc, tout revenu est imposable. La seule façon qu'on n'est pas imposé pour une propriété, c'est si c'est votre propriété principale. Exact. La maison unifamiliale ou donc, la même maison, le condo. La revente, mais bref, votre maison d'habitation régulière. Et voilà. Dès lors qu'il y a un loyer
Ou peut-être pas un de loyer, quelqu'un d'autre, ou même si c'est une résidence secondaire. secondaire, une résidence secondaire. C'est principal, à c'est la le mot vente, on a principal imposé qu'il faut. 50% de... Ouais, 50, Sur le ben gain 60, capital. bon, peut-être 66,6 C'est suspendu. Affaire à Ils suivre. ont suspendu cette... Ils ont suspendu, mais dans les ceux qui font des feuillets fiscaux, Oui. puisque ça n'a pas été changé, Changé, oui, c'est toujours là. c'est toujours là. C'est toujours là. C'est ça. En tout cas. Ça, c'est une autre Donc, histoire. Donc, est-ce qu'on a pu parler de ce cas-là et des leçons à tirer de ça? De la vente? Oui, de cette vente compliquée? Tu veux dire de l'acquisition? De l'acquisition. Ben, peut-être une chose aussi à prendre en considération. On dit souvent, oui, il faut le minimum de la mise de fonds, mais il ne faut pas oublier les frais accessoires. Les gens oublient toujours ces frais-là. On dit en moyenne 1,5, 1,6 de la valeur. En tout cas, nous, on doit avoir la mise de fonds. Donc, Ben, voilà. minimum 5% plus le 1,5% de la valeur de la propriété. Donc, on va dire ce sont les liquidités que vous devez avoir en votre possession lorsque vous faites l'offre. Oui, il faut avoir ça. Il faut avoir ça. Il faut que ça soit prêt. C'est-à-dire que si c'est une propriété de, on va dire, peut-être 700 000, ce n'est pas 5% de mise de fonds. C'est 5% du premier 500 000. Donc, on va dire 25 000 plus le 200 000, 10% du 200 000. Ça fait 45 000. Donc, 45 000, ça, c'est la mise de fonds. Okay. Et 1,5% maintenant du 700 000. Donc, ça fait combien? Ça nous fait 10 500 en plus. Donc, ça fait qu'il faut avoir 55 500 de prêts dans ces comptes, peu importe, RCLI, en tout cas, quand on fait le cumul, là, dans le cumul de tout l'argent doit être là, mais c'est surtout que il doit être liquide. C'est-à-dire que demain, là, je fais le rap, je sais que le rap, c'est fait pour ça, je peux aller le récupérer. C'est ça. Mais il ne faut pas qu'il soit... pareil, dans un REE, par exemple. Dans un REE. Mauvais exemple. Exactement, il ne faut pas qu'il soit dans un REE parce que normalement, le REE, on ne fait pas de retrait du REE comme ça. Il y a des conditions aussi pour retirer du REE. Sinon, vous êtes pénalisé. Vraiment fortement pénalisé. Donc, le 1,5%, j'ai donné l'exemple d'une propriété qui valait 700 000. Il faut au minimum avoir 55 000 sur son compte. Ça, c'est le minimum. Parce qu'après, il y a l'inspection. Il faut penser à l'inspection, il faut penser aux frais de notaire. Non, ça, c'est dedans. Mais le déménagement, par exemple. Oui, mais je sais que c'est dedans, la taxe de bienvenue. Il faut y penser. La taxe de bienvenue. Juste qu'est-ce que j'essaie d'expliquer, même si que c'est dedans, les gens y réfléchissent pas. Il faut avoir les liquidités. Les notaires, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire est-ce que c'est normal que c'est 2 500 $? C'est ça, exactement. Ce sont ces honoraires-là. Ce sont les honoraires du notaire, malheureusement. Donc, il faut être prêt à toute éventualité. Il ne faut pas juste penser à ça, il faut vous penser, c'est ça, les frais de déménagement qu'on a dit. S'il y a quelques rénovations à faire, il faut le prévoir. Puis, une maison, il y a toujours c'est un peu comme une voiture. Hein? Il y a toujours des imprévus. Donc, il faut être prêt, justement, si jamais ce genre de situation arrive. Des fois, vous voulez meubler votre propriété, donc il faut penser à l'ameublement de la propriété. Et surtout, la gaffe à ne pas faire, s'il vous plaît, lorsque votre promesse d'achat est acceptée, que vous avez rempli toutes les conditions, c'est que vous n'avez pas encore été chez le notaire. C'est pas le temps d'aller faire un financement de financement pour acheter des meubles. C'est pas le temps d'aller acheter une nouvelle voiture. C'est pas le temps de changer de job. On bouge plus. Ne faites pas un pas. OK? Restez tel quel. Parce que ce serait désolant que lorsque vous arrivez pour le financement, parce qu'il y a toujours un dernier tour de roue qui est fait, puis qu'on vous dise
comme quoi que Ça passe plus. ça passe plus. C'est déjà arrivé, hein? À cause de la Ouais. voiture que vous êtes allé prendre C'est ça. entre le moment où vous avez eu votre lettre finale et le moment où vous passez chez le notaire, vous êtes allé vous faire plaisir avec une voiture parce que vous vous êtes dit, on aura une nouvelle maison, donc une nouvelle voiture, mais Mauvais plan. Ouais, C'est plan. ça. Et puis même le financement là, de meubles, là, parce que là, tu décides d'acheter des meubles à C'est ça. crédit parce que tu veux Parce meubler que- ta maison. Ou là, parce qu'il y a du- une nouvelle du haut promotion au là, sol. intéressante. que tu ne Voilà. veux pas rater. Donc, c'est important de faire attention. La transaction n'est pas finale tant aussi longtemps que vous n'avez pas mis les pieds chez le notaire et que vous avez signé C'est qu'on ça. vous remet les clés en main. C'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, il faut rester figé dans le temps, peut-être même 6 mois Oui, tout dépendant. Quand est-ce qu'on a mis la date de l'acte de vente? d'occupation des lieux, acte de vente et tout. Oui. Donc, c'est important de ne pas changer sa situation. Il ne faut pas venir jouer avec son ratio d'endettement. Maintenant, toujours pour parler sécurité avec son acquisition financière, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur les assurances. On y va. Parce que les gens négligent aussi ce plan-là, les assurances. Vous avez des personnes qui achètent la maison et qui, une fois la maison achetée, ne jugent pas forcément important de prendre une assurance vie. Dans notre conformité, on a l'obligation de parler de la protection hypothécaire. Mhm. Et c'est ça qu'on appelle l'assurance vie, l'assurance invalidité. Mhm. Nous, on n'est pas des conseillers en sécurité financière, on n'est pas habilité à vendre les assurances, mais on a l'obligation de vous sensibiliser à cette protection-là, à aller la prendre. Tout à fait. Dès lors que vous avez un emprunt, un prêt hypothécaire, il faut que vous protégiez cet emprunt-là. Parce que s'il arrive quoi que ce soit, c'est une dette à payer. Il faut bien que quelqu'un la paye. Puis au lieu que ça soit la succession, vraiment, ça, c'est ce qu'on appelle la C'est le nerf de- protection c'est et la le nerf de planification guerre. aussi. Exact. Exactement. On protège sa famille en prenant des assurances. Tout à fait. L'assurance va venir couvrir cette dette-là. Et pourquoi j'en parle? Parce que je suis tombée sur des cas de clients qui disent non, au pire, on va vendre la maison. Mais comment ça? Je ne comprends pas l'affaire. À quel moment? Je me pose la question. Je sais pas. Parce que techniquement, tu n'es plus là. Mais c'est ça. En fait, c'est ça. Et c'est pas aussi facile. Et les procédures sont tellement longues avant que. Et surtout s'il n'y a pas eu de testament. Oui. Une chose aussi à ne pas négliger, Mhm. prendre un testament aussi. Les gens, il faut protéger ses actifs. Mettez ça en tête. Il ne faut pas prendre la vie pour acquis. C'est ça. Vous êtes jeune, vous achetez de la propriété, là, vous dites, ah, j'ai 20 ans, j'ai 40, je suis encore jeune, il n'y a rien qui va. Moi, j'ai eu une cliente comme ça. Ah, il n'y a rien qui va m'arriver. Mm. Elle a décidé de ne pas prendre l'assurance hypothécaire. Mais on ne sait pas qu'est-ce que la vie nous réserve. Il peut y avoir une perte d'emploi, il peut y avoir une maladie grave qui fait en sorte qu'on ne puisse plus honorer nos obligations. Exact. Donc, pourquoi avoir un stress? C'est mis à part la mort. Une fois qu'on est mort, OK, mais des fois, la maladie. Alors, pourquoi avoir ce stress-là à penser que comment que je vais faire? J'ai plus d'entrée d'argent. Comment que je vais faire pour payer mon hypothèque? Oui, les institutions financières peuvent attendre un petit peu, mais ils ne vont pas attendre vitam aeternam. Ils veulent avoir leur argent. Ils veulent avoir leur investissement. Donc, évitons des situations pour une petite somme supplémentaire qu'on demande C'est ça. par mois, mais au moins vous avez cette tranquillité d'esprit. Écoutez, s'il n'y a rien qui arrive, tant mieux pour vous. C'est ça. Et vos enfants surtout. Il faut penser à la succession. puis Et on peut-être oublie que- toujours la succession. Tu sais, Daniel, C'est ça, parle-nous tu un petit pourrais peu. nous en parler un peu plus là de... Oui, parce que déjà, s'il faut parler de la... Parce que généralement, quand tu veux parler assurance vie aux gens, les gens, ils te disent ouais, mais bon, j'ai pas besoin d'une assurance vie, j'ai déjà acheté la maison. Mais c'est aussi bien de prévoir ces aspects-là, tantôt parce qu'on disait ça protège ses actifs, mais ça permet aussi qu'en cas de décès,
la famille a de quoi réagir, c'est-à-dire pour éviter que les biens soient saisis. Donc, généralement, nous, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller faire une évaluation un peu de combien il vous faut de protection. Si vous êtes à 50% avec votre conjoint, par exemple, sur la maison, on va essayer d'aller protéger chaque conjoint de façon à ce qu'en cas de décès, le conjoint survivant reçoit la moitié ou tout l'argent permettant de solder le prêt. Généralement, c'est ce qui se passe. Ou alors, il va recevoir de l'argent qui va permettre simplement d'avancer peut-être une partie de la dette, de renégocier, par exemple, avec le financier pour voir comment il continue à payer advenant le décès de son conjoint. Donc ça, c'est des options que l'on a. On a aussi la protection d'invalidité qui protège en fait ta mensualité d'hypothèque. Ça veut dire que quand tu vas prendre une assurance crédit d'invalidité, c'est en fait un avenant qu'on rajoute sur ta protection d'assurance vie et qui permet, elle, de protéger tes mensualités de prêt. Donc, ça peut être un loyer si tu es locataire, ça peut être ton hypothèque si tu es en acquisition, ça peut être même ton auto. Si tu as une auto et tu as une dette dessus, le crédit d'invalidité vient payer cette dette-là si tu es invalide et que tu n'es pas en mesure de payer ton prêt. On va rajouter une protection de maladie grave. La protection de maladie grave viendrait te protéger en cas d'un diagnostic. Tu recevrais de l'argent au lieu d'aller plutôt regarder dans tes comptes bancaires combien d'argent j'ai, combien il me faut pour aller faire une chimiothérapie ou pour aller consulter un médecin ou même pour payer les frais de parking parce que j'ai un malade qui est hospitalisé. Donc, tout ça, c'est de l'argent qui vient en plus, mais qui vient protéger en fait vos acquisitions, vos actifs, vous-même, la famille, pour pouvoir pallier en cas de besoin et en cas de problème de santé ou de décès prématuré ou autre chose. Maintenant, on pourrait aussi pousser encore plus loin en parlant de protéger la succession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton client, il a acheté une maison. Ensuite, il a fait un refinancement, il a acheté une deuxième acquisition. OK? La deuxième acquisition viendrait être peut-être la deuxième résidence secondaire, ou alors un bien, une propriété à revenu. Comment est-ce que tu protèges ces actifs-là? On va une fois de plus aller regarder quelle protection d'assurance tu peux avoir qui pourrait, en cas de décès, éviter peut-être de revendre une partie des biens que tu auras laissé le client, ok, les dettes que tu auras laissées et qui vont entraîner que la famille soit obligée de vendre. Mais au lieu de ça, toi, tu recevrais de l'argent de l'assureur qui viendrait en fait pour pouvoir pallier à ces dettes-là. Ok? Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est que tu peux aller chercher une protection d'assurance vie qui va payer l'impôt qui surviendrait en cas de décès suite justement à la deuxième acquisition. Parce que la deuxième acquisition étant une propriété à revenu, en cas de décès, celle-là, elle est imposable. Donc, la protection d'assurance vie que tu vas prendre, c'est pour payer cet impôt-là qui aurait nécessité de vendre peut-être la maison ou aller prendre un prêt supplémentaire sur cette maison pour payer cet impôt-là. Pourquoi? Parce que on est supposé être... les biens sont supposés être vendus au décès. Donc, d'où l'importance, en fait, de regarder les protections d'assurance vie. Maintenant, là où nous sommes capables encore d'aller faire souvent des petits... À ce moment-là, je vais parler de petits bonus. C'est que il y a possibilité pour quelqu'un qui a pris un certain type d'assurance vie, ce qu'on appelle les assurances vie avec participation. Tu as la possibilité, lorsque tu as beaucoup d'actifs qui s'est accumulé dans ton assurance vie, tu as la possibilité d'aller maintenant, lorsque tu veux faire tes refinancements, aller donner cette assurance vie-là en garantie pour obtenir, par exemple, une marge de crédit
pour tes différents investissements. Au lieu d'aller prendre un prêt qui se rajoute sur un prêt, tu prends une marge que c'est l'assurance vie qui paye et ça te permet de financer tes projets. Donc ça, c'est un peu le petit bonus que les gens ne savent peut-être pas, mais que tu peux aussi avoir autour des assurances vie. C'est très intéressant parce qu'une chose est certaine, nous ne sommes pas immortels. Hein? Ouais. Nous allons tous décéder un jour. Donc ça, c'est garanti. La maladie, peut-être qu'on ne sera pas malade, mais c'est sûr et certain qu'on sera 6 pieds sous terre. Excusez-moi si je suis aussi dramatique, mais c'est important de penser à la succession et de ne pas leur donner ce fardeau-là et ce stress. Parce qu'ils ont déjà le stress de la perte de Oui. bien-aimés. Mhm. Ils n'ont pas besoin d'un stress supplémentaire de régler les dettes. Très souvent, les gens qui s'enlèvent de la succession, c'est parce qu'ils ne sont pas capables d'honorer très souvent les dettes qui sont associées à la personne décédée. Donc, pourquoi perdre un actif que vous avez travaillé, la sueur de votre front, puis que vous avez acquis des biens, puis qu'on les perdrait inutilement? Donc, il faut penser à tout ça. Exactement. Non, c'est très important, effectivement, la succession. Les conseillers en assurance sont appelés conseillers en sécurité financière. C'est une sécurité, c'est sécuriser ses actifs, en fait. C'est ça. L'assurance, là, c'est ça. C'est de se dire, j'ai acquis quelque chose qui prend de la valeur, mais cette chose qui prend de la valeur, là, cet actif, il faut que je le protège. Et en le protégeant, ça permet aux générations futures, c'est-à-dire à ma descendance, à mes enfants, si mes enfants ont compris ce que j'ai fait, ils vont le reproduire pour leurs enfants. Puis ça fait toute une chaîne et c'est là que se bâtit vraiment la richesse, en fait. Exactement. Parce qu'on a pu protéger ce premier actif-là, que par la suite, on a eu comme une chaîne qui s'est faite et que toute la lignée commence à s'enrichir. Exactement. Quand on parle d'indépendance financière, on va dire c'est le premier qui va faire tous les efforts. Mais il ne faut pas que les efforts du premier soient vains. Donc, il faut venir protéger. Il y a un système qui est mis en place avec les assurances. C'est pour protéger ce qu'on a pu acquérir au fil du temps, qui prend de la valeur. Donc, vu que ça prend de la valeur, pourquoi on va s'en départir? Ça. Il faut le protéger pour que aussi cette valeur-là soit redonnée Tout à fait. à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. Exactement. Puis c'est un exemple aussi qu'on donne aux enfants. Parce qu'au fil du temps, ils vont se rendre compte, oh, les parents ont laissé ça, mais eux, ils peuvent bâtir, ils ne partent pas de zéro. Exact. Donc, ce que les parents ont laissé, c'est un levier pour les enfants qui, eux aussi, vont bâtir. Ils vont marcher. En fait, c'est une marche plus haute que les parents. Exact. Eux aussi, ils vont laisser quelque chose. Et puis, c'est la richesse qui se bâtit comme ça. Moi, mais c'est souvent, tout un ensemble. C'est tout un package. C'est ça. Exactement. Et moi, je dis, le drame qu'on rencontre aussi souvent, c'est les parents qui ne pensent pas sécurité financière. On a souvent des... C'est pas pour critiquer, mais moi, je trouve dommage, OK? Qu'un parent dise que lui, il n'a pas eu, donc il ne voit pas pourquoi il va faire pour ses enfants. Moi, je me permets de le dire que je trouve ça dommage, en fait. Pourquoi? Parce que, en fait... Oui, c'est dommage, c'est vrai, mais peut-être qu'il n'a pas compris pourquoi il devrait le faire. Oui et non. Mais parce que si on t'explique normalement, à moins que tu sois vraiment égoïste, mais si on t'explique, tu vas le faire. Mais encore faudrait-il que tu veuilles écouter. Oui. Exact. Voilà, Est-ce qu'il y a vraiment eu une écoute active? Il a vraiment pris tous les éléments. C'est ça. Oui. Parce que beaucoup de gens ils disent moi aussi, je l'ai eu à la dure. Il n'y a personne qui m'a aidé. Voilà. Alors, mes enfants, il va falloir qu'ils apprennent de cette façon-là. Mais tu peux leur apprendre de toute façon. autrement. Oui. Et puis, on t'a pas demandé, par exemple, de leur mettre une cuillère dorée dans la bouche. Mais c'est le minimum, quoi. C'est-à-dire, on est dans un système où ça existe. La protection existe. Moi, je ne comprends pas pourquoi j'ai en face de moi un client à qui tu vas proposer, par exemple, de prendre des assurances pour son enfant et qui va dire qu'il n'en prend pas parce que s'il en prend, ça veut dire qu'il souhaite la mort de son enfant. Non!
c'est un peu culturel aussi. Ouais. Oui, mais c'est une fausse culture. Ben, tu comprends? Tu peux pas juger la En culture. fait, non, je juge c'est pas. l'éducation maintenant qu'il faut leur apporter. Mais C'est plus pourquoi, ça. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, plus tôt tu prends l'assurance de ton enfant, moins cher tu payes. Mhm. Moins cher tu payes. L'assurance vie que tu auras prise, c'est comme la maison que tu achètes. Plus les années avancent, plus ça prend de la valeur. Donc, si le conseiller en sécurité financière t'a proposé le bon plan, 20 ans plus tard, l'assurance que tu auras fini de payer, lorsque ton enfant, il aura, je dis n'importe quoi, 50 ans, 60 ans, tu lui as légué un héritage ou tu as acheté une assurance vie 50 ans plus tard, elle a grossi comme une maison. Donc, tu te poses la question, entre investir 50 ou 100 dollars par mois pendant 20 ans et dire, OK, je vais acheter une grosse maison, un gros immeuble à revenus et tout, et puis après, je vais faire un testament. Je pense que le choix est vite fait, je pense. Financièrement parlant. Ça dépend. Après, ça dépend de la sensibilité de chacun. C'est ça aussi. Exact. C'est pas tout le monde qui a l'argent. Il y en a qui se servent pour pouvoir... Non, c'est sûr que pour celui qui n'a pas les moyens, ça c'est certain. Mais on parle de celui qui en a. OK? Celui qui en a et qui veut pas le faire parce qu'il estime que il voit pas pourquoi. Moi, je vous dis, j'ai certains de mes clients, quand je leur fais la planification familiale, je leur dis, t'es pas obligé de dire à tes enfants que tu leur as pris des assurances, là. Ça, ce serait mon style. Moi, je dis jamais rien. c'est vrai. T'es pas obligé de lui dire que tu lui as pris Là, quelque il va chose. m'entendre. Même si tu sais que la valeur de l'assurance que tu lui as pris va valoir, je dis n'importe quoi, 250 000 dollars quand il aura 30 ans ou 50 ans, t'es pas obligé de le lui dire. Il reçoit ça par le notaire le moment venu. Attends. Non, c'est certain. Mais encore, c'est ce que je dis, il faut... C'est de l'éducation. C'est ça. C'est de l'éducation. C'est la répétition C'est de la qui va faire que l'expliquer les gens vont autrement. commencer à être C'est ça. sensibilisés. Et puis, c'est vraiment ça notre rôle. Notre rôle. Et c'est pourquoi on était... On ne doit pas se fatiguer de répéter, C'est ça. en fait. C'est ça. C'est ça. Donc, on va encore expliquer quels sont nos rôles. Parce qu'on sait que malgré qu'on a dit quels étaient nos rôles, chacun d'entre nous, qu'il y aura toujours une confusion de ce qu'on fait, comment on accompagne les clients. Je pense qu'on a eu une très belle discussion, les filles. Oui. Ouais. J'espère que vous, le public, vous en avez appris quand même pas mal aujourd'hui. Donc, Daniel, Stéphanie. Oui, et Oui. puis, en tout cas, c'était quand même, on est rentré dans des sujets, on va dire, ce sont des sujets qui peuvent être banals, parce que tout le monde se dit, oh, je sais qu'il faut une mise de fonds, je sais qu'il faut planifier, C'est ça. je sais, Jusqu'à temps sauf qu'on ne fait pas ce qu'il faut, en fait, on ne suit C'est pas ça. les étapes, on ne planifie pas. Donc, nous, on est là pour conseiller, on est là aussi pour répéter et on est là pour accompagner. N'hésitez pas à vous référer, Et pour à vous éduquer. rapprocher des professionnels. Lorsque important. vous avez n'importe quel projet, notamment un projet en immobilier, mais n'importe lequel, rapprochez-vous des experts. On est là pour vous accompagner. Exact. Et n'oubliez pas, c'est en fonction de votre situation. Donc, c'est sûr que lorsqu'on va vous conseiller, ça ne sera jamais de façon générale. On va toujours s'adapter selon la situation de la personne qui est en face de nous. Parce que comme on disait tantôt, on ne peut pas répliquer la même chose qu'une autre personne. Exactement. Et c'est important de savoir qu'on travaille dans votre intérêt, pas le nôtre. Non. Vous d'abord. Exactement. Donc, ça prend toujours en compte vos objectifs, vos possibilités financières, votre confort et là où vous vous voyez, votre vision. Nous, tout ce qu'on fait, c'est accompagner, éduquer, conseiller. Et ça. Et la décision vous revient toujours. Toujours. Et surtout ça. Donc, ça met fin à notre petite capsule financière. Donc, on se revoit une prochaine rencontre, Très discussion entre bientôt. nous. Alors, Donc, à très bientôt. à très bientôt. Et si vous voulez en savoir plus N'hésitez sur pas. nos services, cliquez sous le lien ci-dessous pour prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers.
À Merci. bientôt. À bientôt. Au revoir.